Vérifiez conditions en magasin. La matinale de Radio Classique avec David Abiker. Et Guillaume Tabar à 8h11 pour l'éditorial. Bonjour Guillaume. Bonjour David. Gérald Darmanin, le garde des Sceaux, a adressé hier au procureur une circulaire appelant à plus de sévérité et de rapidité pénale. Il y a quelques jours, c'était Bruno Retailleau qui adressait une circulaire plus stricte sur les visas. Ce parallélisme a-t-il un sens ou est-ce le fait du hasard ? Écoutez, il a évidemment un sens. On a beaucoup souligné la convergence de vues entre le ministère de l'Intérieur et celui de la Justice, là où historiquement l'opposition était la règle. Retailleau et Darmanin sont deux figures qui assument un message d'autorité. Alors, sur la méthode et le timing, signalons que la circulaire au préfet pour l'un ou la circulaire au procureur pour l'autre sont des canaux habituels pour ces deux ministres. Mais dans le contexte actuel, la voix de la circulaire a aussi une autre portée. Avec un Parlement sans majorité, difficile de faire passer des lois à part quelques sujets consensuels comme dans le domaine régalien, la lutte contre le narcotrafic. Or, s'il y a des domaines sur lesquels l'opinion veut des résultats visibles et concrets et rapides, ce sont bien les questions de sécurité, de justice ou d'immigration. Retailleau et Darmanin disent donc, voyez, nous n'attendons pas pour agir. Alors, au-delà de la forme, quelle est la ligne que veut mettre en œuvre Gérald Darmanin, place Vendôme ? Alors, dans sa circulaire au procureur, il avance deux priorités. La lutte contre les organisations criminelles et le narcotrafic, et le recours aux saisines et aux confiscations. C'est concret et surtout c'est rapide. Une première prison aussi de haute sécurité devrait ouvrir d'ici à l'été. Et dans un ministère où l'on a vu passer des avocats, comme Robert Badinter ou Éric Dupond-Moretti, l'élu de Tourcoing, lui, a une image inhabituelle. Il dit vouloir agir à la chancellerie comme un maire, c'est-à-dire comme quelqu'un qui vérifie au quotidien que ce qui a été décidé est bien suivi des faits. C'est sympa pour les prédécesseurs. En tout cas, transposer à la justice, c'est la question de l'exécution effective des peines sur laquelle il insiste dans sa circulaire. Alors revenons à la proximité des circulaires Retailleau et Darmanin. Complémentarité ou rivalité ? Alors complémentarité sur le fond, assumée et revendiquée. Les deux hommes ont dîné ensemble dimanche place Vendôme, après un déjeuner place Beauvau au début du mois, et d'ici à 15 jours, ils vont monter un déplacement conjoint. En privé, Gérald Darmanin dit de Bruno Retailleau qu'il incarne le job, même s'il lui déplaît pas de faire remarquer que le Retailleau ministre s'inscrit dans l'action de son prédécesseur, c'est-à-dire lui-même, que le Retailleau opposant critiqué. Alors sur le plan politique, l'un comme l'autre se réjouit de la constitution d'une assise assez large, associant LR et l'ancienne majorité macroniste. Retailleau, on le sait, a percé en devenant ministre. Darmanin, lui, a échappé à l'oubli en redevenant ministre. À ce jour, ils se renforcent l'un l'autre, mais plus on se rapprochera d'une échéance qui peut les séduire l'un et l'autre, et plus la complémentarité le cédera à la rivalité. L'éditorial de Guillaume Tabar à retrouver sur lefigaro.fr et puis évidemment sur l'application Radio Classique et notre chaîne YouTube. À demain, Guillaume. À demain. Emmanuel Macron au Louvre aujourd'hui pour sauvegarder le plus grand musée du monde. On en parle avec notre invité. Il est une des grandes voix de la culture, de l'art et du patrimoine en France et vient de publier « Mes musées en liberté » chez Grasset. Adrien Goetz, bonjour. Bonjour David. Membre de l'Institut, historien de l'art. Merci d'être avec nous ce matin. On a appris donc dans le Parisien vendredi dernier les tracas matériels du Louvre. Vous qui connaissez bien le musée, faut-il dramatiser ? De quoi souffre le Louvre exactement ? Je dirais que le Louvre souffre de son succès et peut-être de son dynamisme. C'est-à-dire qu'on est à quelque chose comme 8 millions de visiteurs par an. Tous doivent passer, vous vous souvenez, par ces deux escalators qui sont sous la pyramide de Paye. Il y a à côté un ascenseur à moitié en panne. Et évidemment, ça ne peut pas fonctionner. C'est les escalators de la gare Saint-Lazare. C'est le même problème. En 89, la pyramide de Paye avait été conçue pour 4 millions grand maximum. Donc aujourd'hui, le Louvre s'est usé. Et il faudrait plus d'agents de surveillance et tout ça pose des vrais problèmes. Mais en réalité, le Louvre, selon moi, pourrait accueillir beaucoup plus de visiteurs encore. Allez vous promener le vendredi soir pendant les nocturnes du côté des Rembrandt, dans les salles hollandaises. Et là, vous verrez, vous serez très tranquille. Il n'y a pas grand monde. Et pourtant, les chefs-d'œuvre qui sont là pourraient remplir une expo du Grand Palais pour laquelle il y aurait de la com, des réservations, une attente considérable. C'est donc un problème de flux, de circulation. C'est ça dont souffre le Louvre. Il faut transformer les accès,
les circulations et les flux. Et là, il y a forcément quelque chose à faire. Est-ce que lorsqu'on prend un billet pour le Louvre, finalement, on est amené et on est invité à tout voir, et on ne peut pas tout voir en une journée. Alors, il faut thématiser les visites. Moi, ce que j'espère, je sais rien des annonces du président de ce matin, mais ce qui me semblerait formidable, c'est qu'il annonce un vrai plan très ambitieux pour le Louvre. Un plan que Laurence Descartes, la présidente directrice, avait esquissé dans le numéro de ce magazine qui s'appelle Grande Galerie. Vous savez, le magazine du musée du Louvre. Elle avait donné un grand interview au printemps 2023. C'est-à-dire un deuxième accès pour le Louvre du côté de la colonnade, magnifique, la colonnade de Perrault, face à Saint-Germain-l'Auxerrois. Il y a là une place qui pourrait être aménagée. C'est un vrai projet urbain. Et là, vous avez une deuxième entrée. Vous voulez voir des peintures italiennes, vous entrez par la pyramide. Vous voulez voir les antiquités égyptiennes, vous entrez par la colonnade. Donc il ne s'agit pas de faire une porte de plus, de tourner une clé dans une porte, mais c'est créer des nouvelles salles sous la cour carrée. C'est un immense projet, en fait, qu'il faut pour le Louvre. Des salles pour les expositions temporaires, parce qu'aujourd'hui, les 4 espaces qui servent pour les expositions temporaires en entrant sous la pyramide sont complètement insuffisants et mal adaptés. Et il faut aussi qu'on puisse aller redécouvrir des zones du musée qu'on ne voit pas bien. Il y a en ce moment une expo formidable qui vient de commencer cette semaine, c'est Louvre Couture, avec des grandes maisons de mode qui exposent dans les salles du département des objets d'art. Et les visiteurs qui se précipitent pour voir ça découvrent les trésors du département des objets d'art. C'est un cabinet de curiosité merveilleux, et c'est une des cartes du Louvre qui n'était pas vraiment mise en avant jusqu'à aujourd'hui. Quand je vous écoute, j'ai l'impression d'avoir affaire à quelque chose de tentaculaire. Tout à l'heure, Julien Lacaze, invité à 7h15, intervenait sur ce sujet aussi. Il disait, est-ce que le musée du Louvre a vocation à être universel? Est-ce qu'il n'est pas trop grand? Est-ce qu'il ne faut pas le découper ou trouver une autre façon, par exemple, de montrer la Joconde? La Joconde, tout le monde va voir la Joconde et puis ignore une grande partie du musée. On fait son selfie, on repart. Il y a un problème quand même. Bien sûr, ça c'est vrai. Et Marc Fumaroli, qui a été un grand président des Amis du Louvre, aujourd'hui c'est Gérard Haraud, disait « Le Louvre est un musée aux 100 Jocondes ». Et cette formule, il faut y réfléchir. Il faut que les visiteurs puissent sans doute accéder directement à la Joconde. Imaginons que sous la cour carrée, dans ces nouveaux espaces que j'espère on va pouvoir lancer et mettre en chantier, qu'on lui crée un sanctuaire, un lieu, un espace où il y aura que la Joconde et on va pouvoir se prosterner, faire les selfies, être dans la délectation absolue de la contemplation du chef-d'œuvre. Et puis ainsi, on fait respirer les 99 autres Jocondes qui n'attendent que leurs fidèles. Est-ce que selon vous, le Louvre a besoin d'argent, de moyens, ou il a besoin d'idées nouvelles? Mais les idées, je crois qu'elles sont là, et qu'il faut vraiment... Alors c'est un projet, celui qu'esquissait Laurence Descartes dans Grande Galerie, c'est un projet d'une telle ampleur que c'est vraiment un projet présidentiel. C'est pas uniquement une stratégie politique, c'est pas l'idée que le président de la République a commencé son premier mandat au Louvre devant la pyramide et qu'il lance à la fin de tout cela un grand projet pour le Louvre. C'est en réalité une vraie nécessité. Le Louvre, c'est une richesse absolue, comme tous les musées dans toutes nos villes. C'est ce que j'essaie de montrer dans nos livres. Dans mon livre, un musée dans une ville, c'est des profits induits, c'est du tourisme, c'est de l'hôtellerie, c'est évidemment une source un moteur économique, une source de prospérité. Adrien Goetz, invité de la matinale de Radio Classique pour parler de la politique culturelle, patrimoniale, artistique de la France. Est-ce que vous avez l'impression que l'exception culturelle française est menacée par la crise des finances publiques, vous qui sillonnez les musées et la France de la culture? J'en suis pas convaincu parce que j'ai l'impression qu'il y a un grand dynamisme dans ces musées dont je parle. Moi, j'ai parcouru la France pour écrire ce livre et je vois vraiment que beaucoup de musées se sont rénovés, sont en train de se rénover, lancent des idées nouvelles, pas toujours d'ailleurs très coûteuses, mais il y a vraiment une vie grâce aux conservateurs du patrimoine, grâce aux guides conférenciers, grâce même aux enseignants qui partout utilisent ces musées. Regardez la transformation du musée Ingres-Bourdelle de Montauban, c'est devenu un musée formidable, c'est une richesse absolue pour toute une région. C'est quand Montauban veut rivaliser avec Toulouse ou Régnier dans des expos qui le font connaître cette ville dans le monde entier, c'est Ingres la meilleure carte, et ça c'est une évidence. Donc il y a vraiment, je crois,
un vrai sujet. Ces musées gagneraient sans doute à travailler plus en réseau, à ne pas être dépendants des dépôts du Louvre, des politiques du musée d'Orsay, à se regrouper. Et je crois qu'il y a là des gens qui sont tout à fait prêts à faire ça. Vous trouvez que Paris pèse trop, que le Louvre pèse trop, que c'est un peu un cœur hypertrophié qui rend dépendant les petits musées ou les musées de seconde taille? C'est-à-dire que quand on voit que le musée d'Orsay lance une politique de dépôt qui va être formidable sur le thème du climat, ça a été annoncé par Sylvain Amic très récemment. En réalité, vous prenez un tableau du musée Thomas-Henry de Cherbourg montrant un paysage du Cotentin peint par Millet, un tableau de Goethals au musée de Grenoble avec ses grands paysages de montagne, le chêne de Flagey peint par Courbet au musée d'Ornans. Et là, si vous les mettez ensemble, vous avez de quoi faire des parcours qui nous racontent la nature, le climat, les bouleversements actuels. On n'a peut-être pas besoin que le musée d'Orsay, qui fait des dépôts depuis toujours, qui très régulièrement travaille avec tous les musées dans toutes les régions, affiche que la manne va venir d'en haut et qu'il y aura des tableaux, des chefs-d'œuvre d'Orsay qui vont venir irriguer les territoires, ces pauvres territoires, qui en réalité sont d'une richesse totale et devraient sans doute beaucoup plus travailler ensemble, que le Pérugin du musée de Lyon aille rendre visite au Pérugin du musée de Caen. Voilà, on n'a pas besoin de passer par la case Louvre pour ça. Adrien Goetz, tout récemment, le rapport de la Cour des comptes a expliqué comment, pour distribuer le pass culturel aux jeunes, l'État a créé ex nihilo une administration avec un siège social, avec des employés. Est-ce qu'on n'atteint pas ici les limites de la culture à la française, c'est-à-dire de l'argent public et encore de l'argent public, avec des structures... L'idée de départ est très bonne. Oui, elle est très bonne, mais est-ce qu'il y avait besoin d'une administration pour ça ? Oui, peut-être on aurait dû s'apercevoir que beaucoup de lycéens achetaient des tickets pour des escape games et des choses comme ça, et qu'il faut peut-être mieux encadrer les choses. Le pass culture, il s'est amélioré. Avant, ça touchait les jeunes à 18 ans. Aujourd'hui, il y a une tranche d'âge beaucoup plus large. On va de la classe de 5e à la classe de terminale. Mais ça ne marchera vraiment bien que si on enseigne en parallèle, on suscite ce désir de culture chez ces jeunes, et ça, c'est l'enseignement. C'est-à-dire qu'on a vraiment besoin en France aujourd'hui de profs qui enseignent l'histoire des arts, les arts aussi bien le théâtre, la mise en scène, la musique, la peinture. On peut aujourd'hui avoir le bac en connaissant Victor Hugo, en connaissant Racine peut-être, en connaissant Annie Ernaux, mais on ignorera, prenez un lycéen qui réussit son bac, il peut ne rien savoir ni de Nicolas Poussin, ni de Lully, rien de Béjart. Bon, il y a vraiment aujourd'hui un besoin d'enseignement des arts. Et ça, il faut que l'État s'en donne les moyens. Les Italiens sont plus performants là-dessus. En Italie, vous avez des manuels d'histoire de l'art. Dans les lycées, on apprend Masaccio, Giotto. Ce sont les grands hommes. Alors il faut peut-être une agrégation d'histoire des arts, un CAPES d'histoire des arts. Je crois que Gabriel Attal, je me souviens d'un discours qu'il était venu faire au musée d'Orléans. C'était bien d'avoir le ministre de l'Éducation nationale qu'il était à l'époque dans un musée. Et il était prêt à lancer tout ça. Son passage à l'éducation a été trop bref, mais je crois qu'il était convaincu. Et puis j'aimerais aussi, moi, que ce pass culture puisse être rechargeable. Je trouve que ces jeunes qui s'engagent dans la culture, imaginons qu'ils viennent aider à poser des barrières dans un festival, qu'ils soient en stage de fouilles archéologiques, qu'ils soient à trier des livres chez les chiffonniers d'Emmaüs, ils pourraient engranger des points qui seraient une manière de regarnir le pass culture et qu'ils dépenseraient ensuite, qu'il y ait un vrai échange, que ce soit un véritable outil. Et inversement, ceux qui l'utilisent pas, après tout, on pourrait, au bout d'un an et demi, leur enlever la possibilité du pass culture. Il n'y a pas de raison que tout le monde veuille avoir ce pass culture. Voilà, donc redynamiser ça, mais je crois que c'est en bonne voie. Je crois qu'il y a eu ce rapport de la Cour des comptes qui est un peu ironique, on peut le lire aussi comme ça, mais qui a aussi, au centre de cela, une idée intéressante. Christelle Morancet, présidente de la région Pays-Loire, a réduit les subventions culturelles de sa région. Elle a été comparée
Tenez-vous bien au président argentin Javier Milei avec sa tronçonneuse. Ah oui. Alors évidemment, la gauche lui est tombée dessus. Est-ce que c'est injuste? Est-ce qu'il y a un espèce de réflexe dans le pays pavlovien? Dès que vous touchez aux subventions des associations culturelles, immédiatement, vous êtes un rétrograde, quelqu'un qui n'aime pas la culture et évidemment un réactionnaire. Ben déjà, je connais pas Christelle Morancé, mais l'image me paraît désastreuse. On a vu des élus poser avec cette tronçonneuse. C'est absolument monstrueux. C'est-à-dire qu'elle est en train de couper la branche sur laquelle elle repose avec sa tronçonneuse. C'est-à-dire qu'il y a un dynamisme dans cette région Pays de Loire. Les musées d'Angers, par exemple. Angers est une ville de musées formidable. Le musée des tapisseries, l'Apocalypse. Est-ce que ça va être Apocalypse au musée des tapisseries à Angers? C'est vraiment une vision réductrice. Et puis c'est peut-être prendre un peu les électeurs pour des imbéciles. Cette tronçonneuse, c'est qui va croire vraiment que on va commencer par couper l'arbre de la culture dans toutes nos régions. C'est totalement absurde. Mais il peut y avoir des dépenses qui sont... Alors bien sûr. Le fameux saupoudrage. Évidemment. On distribue, on fait plaisir à tout le monde et finalement on fait rien, pas grand-chose. Bien sûr. On peut aller au cas par cas, avec douceur et souplesse, en parlant avec les associations. Il y a vraiment des moyens de faire les choses sans brandir cette ridicule tronçonneuse. Un dernier mot, Adrien Goetz. Oui. Quel est le musée, pas à Paris, qui vous a bluffé dans vos pérégrinations et vos visites de ces fameuses institutions que vous avez réunies dans ce livre, Mes musées en liberté, paru chez Grasset? Il y en a beaucoup. Le musée Fabre de Montpellier, qui vient de se doter d'une nouvelle directrice. Les musées, le musée André Malraux du Havre, qui a toujours été conçu comme un musée où il y avait des conférences, des rencontres, de la musique, pas uniquement un lieu pour voir de la peinture et de la sculpture. Un musée, c'est un lieu vivant, c'est un forum, c'est une agora. Il y a beaucoup de musées qui ont compris ça. Adrien Goetz de l'Institut, je rappelle l'ouvrage que vous avez publié chez Grasset, Mes musées en liberté. Merci à vous, à bientôt Adrien. Merci. À suivre le rappel des titres et la revue de presse d'Hervé Gattegno et nos esprits libres du mardi, Christophe Barbier, Cécile Cornudet, Radio